Mesdames et messieurs, bonsoir. 22 h sur Télé Djibouti, le journal, voici les titres. Le président de la République a reçu ce matin une délégation de la Banque mondiale avec à leur tête le vice-président pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord qui effectue une visite de travail à Djibouti. Et l'Agence nationale des personnes handicapées a organisé hier une compétition sportive, et ce dans le cadre du premier anniversaire de l'agence. Et à l'étranger, Carola Rackete a été présentée à un juge chargé d'examiner la validité de son arrestation dans l'après-midi d'hier. Bonsoir, Ismaël Omar Guelleh a reçu ce matin, en milieu de matinée donc, une délégation de la Banque mondiale avec à leur tête le vice-président pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, Ferid Belhadj, qui effectue une visite de travail à Djibouti. Une visite donc de courtoisie placée sous le signe du renforcement des relations de coopération entre la République de Djibouti et la Banque mondiale. Les discussions se sont également penchées sur des perspectives de coopération existant entre la Banque mondiale et le gouvernement djiboutien. Outre les échanges entre le chef de l'État et le vice-président de la Banque mondiale, ce dernier a également introduit au chef de l'État le nouveau représentant de la Banque mondiale, Andrew Kircher, qui succède au représentant sortant de la Banque mondiale, M. Atousek. Il achève donc sa mission à la République de Djibouti où il a passé 3 ans et demi au service. Côté djiboutien, on prépare cette audience. Le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Douale, le secrétaire général de la présidence, Mohamed Abdillahi Ouass, et le conseiller du chef de l'État pour les affaires économiques, Mohamed Zaki. Eh bien, à l'issue de sa mission à Djibouti, le représentant sortant de la Banque mondiale nous avait part de ses impressions durant son mandat de 3 ans et demi. On l'écoute. Que je suis à Djibouti, d'abord j'ai bien aimé le pays, j'ai bien aimé le peuple djiboutien. Aussi, ça nous a permis de travailler avec le gouvernement, à résoudre des questions de développement, à engager le gouvernement, à améliorer l'éducation, à améliorer la santé, à améliorer l'accès à l'eau, à travailler pour la résolution des bidonvilles, à l'accès à l'énergie et l'électricité dans les Balbala, et aussi dans les villages reculés, que ce soit Obok, Hol, Aléadé. Donc c'est une mission que je complète, mais avec beaucoup de satisfaction, parce qu'on a pu avoir beaucoup de résultats. Et le vice-président de la Banque mondiale qui est en visite de travail à Djibouti s'est également exprimé. Il a salué les efforts inlassables du président de la République au renforcement donc, des liens de coopération entre la Banque mondiale et la République de Djibouti. À Djibouti, c'est un honneur pour moi d'être ici et ça a été aussi un très grand honneur d'être reçu par Monsieur le Président de la République, qui est un homme qui a depuis toujours été connu pour sa vision et pour sa sagesse et pour la manière avec laquelle il a maintenu un pays stable, un pays qui est une promesse de développement. Donc c'est très important pour la Banque mondiale d'avoir un partenaire comme Djibouti, un partenaire comme Monsieur le Président de la République. Nous avons discuté des perspectives de coopération entre la République de Djibouti et la Banque mondiale. Ce sont des perspectives prometteuses. Nous avons fait beaucoup ensemble. Nous avons beaucoup appris de l'expérience de Djibouti. Et Djibouti a beaucoup profité de l'expérience que la Banque a proposée en termes de développement, et notamment développement dans des pays à fort potentiel de croissance. Pour nous, les réformes que Djibouti a faites sur les dernières années sont des réformes profondes, des réformes importantes. Nous avons accompagné certaines de celles-là. Et nous pensons qu'il reste encore beaucoup à faire de façon à ce que ces réformes se consolident et deviennent des réformes véritablement pérennes. Donc nous sommes avec vous aujourd'hui, nous sommes avec vous demain, et nous sommes avec vous, avec le gouvernement de Djibouti, avec Monsieur le ministre des Finances qui est avec nous ici, et qui a véritablement donné une impulsion à chaque fois que nous avions besoin d'une avancée plus importante encore dans les réformes. Donc c'est ma première visite, ça ne sera pas la dernière. Écoutons cette fois la réaction du ministre de l'économie et des finances, M. Ilyas Moussa Douale. Les discussions qu'il y a eu entre le vice-président et le président de la République a été fructueuse, fraternelle, franche, et je pense que tout le monde a pris plaisir à faire le tour des activités de la Banque mondiale en République de Djibouti, et le président n'a pas manqué de faire part de son entière satisfaction quant au rôle
et au partenariat entre la République de Djibouti et la Banque mondiale, et le rôle de la Banque mondiale dans le développement et la transformation de Djibouti sur beaucoup de questions, notamment sur la question du capital humain qui va être de plus en plus important, sur l'éducation, sa qualité, la qualité de la santé, mais également sur l'amélioration de tout ce qui est sur toute la question de la gouvernance en termes de performance de doing business, mais plus généralement sur la gouvernance et la gestion des finances publiques, des réformes structurelles que le gouvernement de Djibouti sous le leadership du président sont en train d'entreprendre. Et enfin, sur le grand programme du président, le programme Zéro Bidonville, que nous souhaitons améliorer le bien-être de la population djiboutienne. Le Premier ministre Abdelrahman Kamel Mohamed a reçu hier la visite de courtoisie d'une délégation parlementaire chinoise conduite par l'honorable Gu Shenzhou, vice-président donc du Comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois en visite de travail dans le pays. L'objectif donc de la visite pour cette délégation donc parlementaire chinoise, c'est de renforcer les liens de coopération entre les deux nations qui partagent des intérêts communs. L'honorable Gu Shenzhou s'est félicité du développement des relations entre la Chine et la République de Djibouti. Les deux parties apprécient l'état des relations bilatérales et la mise en œuvre des projets d'intérêt commun. Le Premier ministre a remercié le vice-président pour sa visite et a promis que tous les efforts seront engagés pour développer davantage les relations de coopération gagnant-gagnant entre la République de Djibouti et la Chine. Également dans l'actualité, sous l'égide du ministre de la Défense, chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, un poste médical a été inauguré hier sur le site de la gendarmerie nationale au lac Assal. Était présent à cette occasion le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le préfet de la région de Tadjoura, la chef de mission à Djibouti de l'Organisation internationale pour les migrants, le premier conseiller de l'ambassade de Japon à Djibouti, le colonel médecin-chef de la gendarmerie, ainsi que plusieurs notabilités de la région. Ce projet donc a été rendu possible grâce à l'engagement de l'Organisation internationale pour les migrants à Djibouti et au soutien financier du peuple japonais. La mise en place de ce poste médical contribuera sans nul doute à apporter donc des réponses concrètes aux problématiques d'accès aux soins de santé primaires rencontrées par les migrants de transit. Eh bien, le préfet de la région de Tadjoura a pris la parole lors de l'événement pour remercier l'OIM et le peuple japonais pour la mise en place de cette structure médicale destinée initialement aux soins des migrants, mais qui pourrait également traiter et soigner la population locale. Écoutez justement le préfet de la région de Tadjoura. Aujourd'hui, le poste que vous avez construit ici permettra non seulement d'apporter un appui à la gendarmerie nationale pour ce qui est de clandestins, les clandestins qui seront soignés sur ces lieux, mais également, je suis certain que la population d'accueil de Lac Assal profitera de ce poste parce qu'il n'y a pas un poste de santé dans les agglomérations des villages de Lac Assal. Le premier conseiller de l'ambassadeur japonais à Djibouti a évoqué l'amitié entre le peuple djiboutien et le peuple japonais et leur engagement à toujours œuvrer aux côtés de Djibouti pour assister les plus nécessiteux. Quant à elle, la chef de la mission de l'OIM à Djibouti a dans son allocution parlé des efforts consentis dans le cadre de l'assistance fournie pour les migrants de transit avec le soutien financier du peuple japonais par le biais de son ambassadeur. Il a également dit que ce projet, donc vous l'entendrez, était nécessaire et que les efforts en ce sens vont se poursuivre à l'avenir. On les écoute. La coopération qui a été effectuée cette fois-ci fait partie d'un projet intitulé Protéger les frontières de Djibouti dans le contexte de menaces de terrorisme et de trafic migrant irrégulier et d'autres formes de criminalité transnationale. Ce projet financé le gouvernement Japon est établi et mis en œuvre par l'OIM Djibouti.
vise à contribuer non seulement à la stabilité interne de Djibouti, mais aussi à la protection efficace des migrants. Kassal est une région tellement symbolique sur cette question de la gestion de la migration de transit en République de Djibouti qu'on ne pouvait pas aussi bien finir que le lac Kassal. Dans la mesure où on ne les voit pas aujourd'hui, mais on sait qu'il y a des milliers de migrants en situation irrégulière qui sont en situation de vulnérabilité et qui décident de transiter par le pays et rejoindre des pays hôtes pour des questions purement économiques, des opportunités économiques qu'ils recherchent dans d'autres pays, mais en traversant déjà leur pays, le pays de transit qui est Djibouti, et en rejoignant ce pays hôte, ils vivent énormément de difficultés, énormément de problèmes. Ils vivent des choses qu'on n'aurait nous-mêmes pas vécues dans toute une vie. Et je pense d'avoir un poste médical ici, d'avoir une équipe de paramédics de la gendarmerie nationale. Et donc je souhaiterais aussi remercier l'équipe médicale de la gendarmerie sous le docteur Abdouraouf, qui nous a beaucoup appuyés, qui nous a beaucoup guidés sur leurs besoins de ce poste médical. Donc d'avoir une équipe ici, équipée, je pense que ça sauvera des vies. Et en écoutant régulièrement le sous-préfet et le préfet de Tadjoura avec qui on est en contact très régulièrement, me disant il y a des gens qui meurent, il y a des corps qu'on retrouve. Effectivement, on le sait, et en ayant un poste médical ici, je pense que la gendarmerie est la mieux placée, parce qu'effectivement, il n'y a pas d'institution de santé ici, et la gendarmerie fait un peu la liaison dans la région de lac Kassal. Donc je pense qu'en ayant ce poste médical, en ayant des équipements de premier secours, ça va sauver des vies. Et pour sa part, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zekeri Hassan Aden, s'est engagé à fournir le personnel médical nécessaire pour le fonctionnement de ce poste médical. Nous l'écoutons. Grand plaisir que nous réunissons aujourd'hui, bien sûr, d'inaugurer officiellement le poste médical de lac Kassal. C'est un projet remarquable qui se concrétise aujourd'hui après de longs mois d'efforts. Je veux remercier, bien sûr, l'OIM et le peuple japonais pour leur soutien. Vous savez, le lac Kassal et le passage obligé de tout migrant qui veut se rendre au nord. Donc, c'est-à-dire que tous les migrants qui viennent de tous les côtés, surtout du sud-ouest et du sud-est, passent par ici pour aller au nord. Donc ici, vous avez presque par jour jusqu'à 500 à 600 personnes qui passent. Donc multiplié par 30, vous avez jusqu'à 15 000 au peu près qui passent par mois. Donc il était nécessaire, plus que nécessaire, de construire un local. Comme tout à l'heure je l'entendais, il y a eu des personnes déshydratées, mais également il y a des cadavres tout au long du chemin que parcourent ces migrants. C'est-à-dire de Yoboki, bien sûr en venant de Galafi, Yoboki, Kusul. Nous avons pu intervenir pour 100 migrants, pour les abreuver parce qu'ils les avaient trouvés assoiffés. Donc ils sont juste à côté, vous allez pouvoir les voir. Ces gens-là, ils ont besoin d'eau, ils ont besoin d'un abri avant qu'on le reconduit, bien sûr, par leur acte de volontariat, dans leur pays. Donc pour cela, c'est bon de faire un local de santé, c'est bien, mais également un abri, mais également de l'eau. Mais également la gendarmerie intervient déjà dans cette région au niveau médical. C'est-à-dire, la gendarmerie dispose ici d'une ambulance qui couvre du côté de Tadjoura jusqu'à Aligeli, je pense, et du côté de Djibouti jusqu'au PK50. C'est-à-dire, tous les accidents qui ont lieu sur ce corridor, ce sont les infirmiers et l'ambulance de la gendarmerie qui interviennent. Prenons la parole à son tour. Le ministre de la Défense a profité de cette occasion pour féliciter la gendarmerie nationale pour les efforts mis en œuvre en vue de lutter donc contre la migration irrégulière. Le ministre a également remercié l'OIM et l'ambassadeur japonais représenté par son premier conseiller pour leur soutien indéfectible pour la réalisation de cette mission. On l'écoute. Est marqué par la plus forte mobilité humaine de tout le temps. Jamais autant de personnes ne se sont déplacées qu'aujourd'hui.
On estime à 214 millions le nombre de migrants internationaux qui, pour la première fois, se déplacent à l'intérieur d'une même région. En dépit de l'ampleur de ce phénomène et de la prise de conscience de sa gravité, il est important pour un pays souverain comme Djibouti de protéger à la fois ses frontières dans un contexte de menace de terrorisme, de trafic de migrants irréguliers et d'autres formes de criminalité transnationale, mais aussi de respecter ses engagements internationaux. C'est pourquoi la République de Djibouti n'a jamais failli à sa tradition d'accueil, d'assistance et de protection à l'égard des migrants vulnérables émanant des pays limitrophes. Nul n'ignore que le point névralgique de la route migratoire à Djibouti est la région de l'Akassal. Chers invités, financé par le peuple japonais, le projet mis en œuvre par l'OIM à Djibouti vise, entre autres, à mieux sauver les vies des migrants, de ces migrants vulnérables qui traversent les endroits les plus hasardeux du pays. Ce projet a ainsi renforcé la réponse des premiers soins pour les migrants et la population hôte dans le Lakassal à travers un petit avant-poste et des équipements médicaux. Pour conclure mon allocution, je souhaiterais remercier et rendre un hommage appuyé à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Japon à Djibouti, et à la chef de mission de l'OIM qui se tient toujours à nos côtés dans l'assistance aux plus nécessités et surtout pour les migrants vulnérables. Et par la suite, le ministre de la Défense, la chef de mission de l'OIM ainsi que le premier conseiller de l'ambassadeur japonais à Djibouti ont procédé à la traditionnelle coupure du ruban du nouveau poste médical donc mis en œuvre par l'OIM sur le financement du peuple japonais. Après la coupure du ruban, suivie de la visite du poste médical, une brève présentation sur la gestion de la migration par la gendarmerie nationale a été faite aux officiels. À l'issue donc de la cérémonie, les officiels donc se sont rendus auprès d'une cinquantaine d'immigrants pour s'enquérir la situation donc des migrants, tous d'origine éthiopienne, que la gendarmerie a interceptés. Donc tous ces migrants étaient très affaiblis par la faim et la soif. Sur ce, les gendarmes leur ont fourni une assistance humanitaire en eau et en nourriture avant d'être reconduits à la frontière Galilée avec les moyens roulants de la gendarmerie. La traditionnelle photo donc de famille a clôturé cet événement. Également dans l'actualité dans le projet, dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement des moyens de subsistance et de réduction de la vulnérabilité des communautés pastorales en République de Djibouti, fruit de la coopération entre le gouvernement de la République de Djibouti et la Banque islamique de développement, et intervenant dans le village de Daas Bio, il a été procédé hier à la remise d'un véhicule donc pick-up de transport de la coopérative agropastorale de Delay. Ce don est destiné donc à assurer aux exploitants agricoles de la zone une meilleure commercialisation de leur production maraîchère et fruitière. Le véhicule donc ici présent va sans nul doute contribuer à renforcer la commercialisation des produits récoltes et garantir leur qualité jusqu'au lieu de vente. L'événement donc a vu la présence du préfet de la région d'Ali Sabié, du président du conseil régional Omar Ahmed Ouass, du conseiller technique et coordinateur adjoint du projet au ministère de l'Agriculture, Ismaël Elmi Abane, et des hauts fonctionnaires de ce même département gouvernemental et des agriculteurs du secteur visé et des membres de l'association de la lutte contre la pauvreté et l'illettrisme de Daas Bio. Le président du conseil régional a exhorté aux agriculteurs de la zone visée de se montrer à la hauteur de la générosité et de la confiance qui leur ont accordée par les responsables de ce dit projet. Mohamed Awale,
Dans le cadre de la semaine nationale de célébration du premier anniversaire de l'Agence nationale des personnes handicapées, a eu lieu aujourd'hui une cérémonie donc de remise de certificats aux techniciens de la santé, issus donc de l'hôpital Pelletier et de l'hôpital de Belbela dans l'enceinte du bureau de l'Agence nationale des personnes handicapées. Cette formation donc a été initiée par l'Agence nationale des personnes handicapées en collaboration avec l'armée italienne et a pour objectif de former des techniciens de santé dans le but d'aider les personnes à besoins spéciaux durant les techniques physiothérapie pour les amputés. Durant 3 semaines, cette formation a été exposée par le docteur Marie Ettinger au profit des techniciens de la santé. Était présent à cette cérémonie le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées, M. Ali Saïd Mahamoud, le directeur de l'hôpital Pelletier, Hussein Mohamed Hussein, le directeur de l'hôpital Cheikho, Moussa Ibrahim Raghi et les officiers de la base italienne. La cérémonie a été donc clôturée par la remise des certificats aux techniciens de la santé. Et enfin, les 2 directeurs ont rappelé que cette formation, qui est une première, va améliorer la compétence des techniciens. Post-traumatique, comment prendre en charge un amputé ou quelqu'un qui a été victime d'un accident ou quelle que soit sa gravité dans cet accident. Le directeur de l'agence qui a initié et qui a demandé à tous les collaborateurs et surtout les armées italiennes qui sont qui nous soutiennent particulièrement dans le domaine de santé depuis très longtemps. Et je crois que cette formation ne débutait que maintenant et il y aura d'autres formations qui vont suivre. Pour sa part, le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées a remercié l'armée italienne et a exhorté donc les techniciens de la santé de bien accueillir les personnes handicapées durant les techniques physiothérapie pour les amputés. Dans le cadre de la semaine marquant le premier anniversaire de l'Agence nationale des personnes handicapées, eh bien, cette même agence a organisé hier, je le disais en titre, une compétition sportive, pas comme les autres, qui a été marquée par des épreuves masculines, lesquelles mettaient respectivement en lice des non-voyants, des sourds-muets, des boiteux et des infirmes sur des fauteuils roulants. Cette journée nationale consacrée à la promotion des handicapés constitue un tournant dans la mise en œuvre d'approches visant à promouvoir un développement plus inclusif et la construction d'une société plus juste. La remise des trophées et des prix et des photos de famille est venue clôturer la semaine nationale dédiée en faveur des personnes à besoins spéciaux. Voilà. Au département de la jeunesse, au département de sport, ainsi qu'à la direction des CDC, à ce que ces directions travaillent en étroite collaboration avec l'Agence nationale des handicapés pour veiller à la promotion de la pratique sportive pour cette population. Également, dans le cadre de cette convention, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport nous a demandé de mettre en place un programme ou bien un planning d'utilisation et de mise à disposition des infrastructures sportives pour les personnes à besoins spéciaux. Donc, toutes ces instructions du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport seront mises en exécution. Et Inch'Allah, dans la semaine prochaine, nous aurons une réunion de travail avec l'Agence nationale pour leur donner le planning d'utilisation de ces infrastructures. Dans le reste de l'actualité, le ministère de l'Urbanisme et de l'Environnement a organisé ce matin au Palais du Peuple, donc en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, un atelier de formation sur la gouvernance décentralisée de l'environnement. Objectif de l'atelier était avec une forte participation des acteurs régionaux est très important pour donc intégrer les efforts de tous les acteurs concernés dans une dynamique globale de protection de l'environnement. Animé par les experts nationaux, les représentants des préfectures, des conseils régionaux, de la nouvelle brigade environnementale, de la gendarmerie, des militaires, des gardes-côtes et des représentants des
Les ministères donc sectoriels ont participé à cet atelier dont les travaux ont été clôturés aujourd'hui. La cérémonie d'ouverture de cet atelier a été présidée par le secrétaire général du ministère de l'Urbanisme et de l'Environnement, Dina Abdellah Omar, en présence de M. Aden Hassan Elmi, conseiller technique du ministère de l'Urbanisme. Écoutons justement, donc la décentralisation de la gestion de l'environnement constitue pour nous une priorité, c'est ce qu'a déclaré le secrétaire général du ministère de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. Dini Abdellah Omar. On écoute. Des nations du monde, la République de Djibouti est confrontée à plusieurs défis environnementaux, notamment la perte de la biodiversité, une désertification avancée ainsi que les effets négatifs du changement climatique. Ces éléments constituent des menaces permanentes pour notre pays. Ces phénomènes environnementaux menacent en premier lieu le secteur primaire, à savoir l'agriculture, la pêche et l'élevage. Et ces facteurs, géographiquement, touchent en premier lieu les régions de l'intérieur. Les premières victimes sont ainsi les femmes, les jeunes et les personnes âgées. Tous ici, vous êtes effectivement conscients des problématiques environnementales que rencontrent les régions régulièrement, en particulier les cas de pollution, de sécheresse, des inondations qui mettent en danger la faune et la flore, et sont des facteurs responsables de l'érosion rurale et des déplacements forcés des populations. Permettez-moi de vous rappeler que Djibouti a posé un certain nombre de jalons pour démontrer son engagement à combattre les aléas environnementaux. La présente formation organisée dans le cadre du projet intitulé « Renforcement des capacités nationales pour améliorer la prise de décision et l'intégration des obligations environnementales mondiales », mis en œuvre par le ministère de l'Environnement. Ce projet est très important pour le pays car il va permettre à Djibouti de mieux répondre aux priorités environnementales mondiales relatives aux conventions de Rio et de les aligner sur les priorités socio-économiques nationales. Ainsi, l'objectif global de ce projet est de renforcer les capacités de décision nationales ciblées pour atteindre les meilleurs résultats environnementaux en améliorant l'intégration, le suivi et la décentralisation des priorités environnementales globales. La salle de réunion de la mairie de Djibouti a abrité le 26 juin dernier une réunion donc, du Conseil de Djibouti en session ordinaire du 3e et 4e trimestre de l'année. 2 projets sont inscrits à l'ordre du jour. Donc une sur les discussions sur les activités confiées à la mairie de Djibouti dans le cadre de la riposte du paludisme et un autre donc concernant un examen des termes de référence pour l'élaboration du plan pluriannuel de développement de la ville de Djibouti, le plan de développement donc de la ville de Djibouti. La maire de la ville de Djibouti, Melou Fatouma Awal Ousmane, présidente du conseil, a ouvert la séance et a demandé aux membres d'observer une minute de silence pour lire la Fatiha, donc en mémoire de leur collègue décédé, Feu Aberinou Ali, ex-président de la commune de Belbela. Et la maire de la ville de Djibouti, dans un premier temps, fait un compte-rendu au conseil des réunions menées au niveau de la primature, c'est dans le cadre de la riposte contre le paludisme. Elle a ensuite décrit les activités confiées à la mairie de Djibouti. Suite à l'appel lancé par le président de la République pour les diasporas, pour la diaspora, afin de participer au développement d'un pays, un jeune homme donc d'affaires djiboutien, résident au Mayotte, Kamel Bouha, a initié un partenariat entre le département du Mayotte et la région de Tadjoura. Et c'est dans cette optique qu'une délégation a quitté la capitale pour se rendre aux îles Mayotte. Écoutez les mots du président du conseil régional de Tadjoura. Des circulaires que nous rendons sur l'invitation du président du département de Mayotte, notre collègue Soubahaddine Ramadan, qui nous a invités pour échanger dans ces départements. Et c'est ce que nous allons, dans la semaine qui suit, la mission va durer une semaine, et dans la semaine qui suit, pendant cette semaine, nous allons faire beaucoup de visites et voir beaucoup de travaux qui ont été faits chez eux et partager nos expériences. Dans l'actualité internationale, Carola Racket, capitaine du navire humanitaire Sea-Watch, a été arrêté samedi pour accoster de force sur l'île de Lampedusa afin de débarquer 40 migrants. La jeune femme de 31 ans a été présentée à un juge chargé donc d'examiner la validité de son arrestation. C'était hier dans l'après-midi. Des accusations pour lesquelles elle risque jusqu'à 10 ans de prison. La jeune femme a été escortée hier en bateau vers
Agrigente, donc le chef-lieu dont dépend la petite île italienne de Lampedusa. Dimanche soir, dans un communiqué, Sea-Watch a défendu la manœuvre de sa capitaine. L'ONG allemande assure qu'elle a progressé très lentement pour laisser le temps à la vedette de la police de s'éloigner. Mais l'affaire fait grand bruit et a provoqué des étincelles entre Rome, Berlin et Paris. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi.